Voilà, et pour discuter bien sûr de l'importance de ce mot, l'allocution de l'Égypte, les axes principaux qui ont été tenus par le président en vue de tracer une feuille de route pour cette nation arabe face aux défis actuels, qu'ils soient énergétiques, alimentaires, sécuritaires et autres, et pour tracer également un avenir commun, avec un destin commun. Nous avons le plaisir de recevoir au bout du fil Dr Amr Saleh, qui est professeur d'économie et également expert du Fonds monétaire international. Bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous sur ce plateau, Dr Amr. Bonsoir, le plaisir est toujours mien. Bonsoir. À nous le plaisir. Donc, sûrement, vous avez suivi avec beaucoup d'attention ce discours d'importance qui a été présenté par le président de la République, qui a présenté la vision de l'Égypte justement pour, à ce moment qui est critique dans l'histoire de la nation arabe. Et quel regard portez-vous? Quels sont les principaux messages qui ont été donc émis par le président et qui vont solutionner un certain nombre de problématiques que confronte la nation arabe? Oui, vous savez que c'est un discours très important. À mon avis, c'est un discours stratégique. Le président Al-Fattah el-Sisi avait mis l'accent sur l'importance de la complémentarité arabe à un moment où le monde arabe traverse une période très difficile de son histoire. Vous savez, on fait face à une triple crise, non seulement une crise économique, vous avez ici une crise économique due à l'augmentation des prix du pétrole et de l'essence, une augmentation des prix alimentaires, mais aussi une augmentation des prix du transport maritime, parce que vous savez que 80% du personnel qui travaille sur le fret commercial viennent de la Russie et de l'Ukraine. Donc vous avez une augmentation aussi du transport maritime qui augmente le prix et le coût de la production et des produits acheminés. Et donc vous avez là une période très difficile du monde arabe qui s'ajoute aussi à la crise de l'environnement. Donc le président Al-Fattah el-Sisi avait vraiment parlé d'une manière très globale, mettant l'accent sur les défis que le monde arabe traverse et sur l'importance qu'il y ait une vision et une stratégie arabe commune. Et à ce propos, je voudrais aussi signaler que le président Al-Fattah el-Sisi, qui avait présidé l'Union africaine, l'Égypte à ce moment-là avait présidé l'Union africaine et avait mis des stratégies très importantes de l'unification de l'Afrique. Et aussi, il faut aussi signaler que le président Al-Fattah el-Sisi, qui est un homme d'État, un chef d'État d'éminence, un figure de proue, a aussi édifié et mis l'accent sur la stratégie économique qui lie l'Égypte aux Émirats arabes unis, Abu Dhabi et Dubaï. Cette stratégie qui existe entre Abu Dhabi, Dubaï, Sharqa et le Caire est un exemple type de coopération interarabe. Oui, également le modèle avec la Jordanie, également l'Irak, donc un certain nombre de prérogatives. Mais vous avez évoqué, docteur Salah, un point qui était très important, qui est expliqué par la présence du président sénégalais. Donc on parle de coopération même au-delà du monde arabe avec le continent africain. Je pense que c'est la suite de la vision du président Fattah el-Sisi quand il a été, justement, quand l'Égypte était à la tête de l'Union africaine. Exactement. Qu'est-ce que je vous dis. Qu'est-ce que ça va rapporter? La présence d'autres, je veux dire, l'extrapolation, aussi de faire rentrer cette Afrique dans le discours interarabe. Exactement, c'est ce que je vous disais. Le président Fattah el-Sisi et l'Égypte qui a un angle très important et une histoire avec l'Afrique, une histoire politique, une histoire économique, une histoire culturelle. Et d'ailleurs, j'ai été très heureux de voir le président de l'Union africaine et les chefs d'État et la Banque mondiale et le président Azerbaïdjan d'Azerbaïdjan assister à ce sommet exceptionnel avec aussi une importante participation africaine. Et de là, c'est ce que je vous disais, que le président... Voilà, c'est progressiste. Moi, je trouve que c'est... Et comme a dit le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghit, on est devant une vision, une nouvelle vision de ce monde arabe. Exactement. Et comme je vous le disais, le président Al-Fattah el-Sisi, c'est l'Égypte qui a une expérience et une histoire de réussite très importante avec l'Union africaine et avec l'Afrique, avec le développement de l'Afrique. Vous vous souvenez, le président Al-Fattah el-Sisi avait annoncé et déclaré lors de sa présidence de l'Union africaine qu'il faudrait que les guerres et les crises en Afrique cessent
il faudrait que le développement soit pour l'Afrique, avec l'Afrique, par les Africains, dans les intérêts des Africains. Et de là, je dis, le président Fattah el-Sisi a aussi fait un mariage exceptionnel et très important entre les intérêts et les ressources économiques qui se trouvent en Afrique et les intérêts politiques et économiques du monde arabe qui n'est pas loin de l'Afrique. Vous savez, la moitié des pays arabes se trouvent en Afrique. Et donc, je trouve que ce mariage et dans ce discours du président Fattah el-Sisi a été très intelligent et très essentiel, notamment de par la crise de l'environnement que l'Afrique fait face. Donc, il a été très intelligent de marier les causes africaines avec les intérêts arabes dans le discours du président Fattah el-Sisi. Toujours visionnaire, justement, le président avait également invoqué cette question d'intégration économique, que le monde arabe soit un bloc économique. Vous savez, après, bien entendu, la crise de la Covid-19, après, et encore avec cette problématique de cette guerre ukraino-russe, qui impacte d'une façon très négative l'avenir même économique de la planète. L'appel du président à ce qu'il y ait une intégration, un bloc économique, comment vous la situez? Quelle est son importance? Et qu'est-ce qu'elle peut rapporter à ce monde arabe au vu de de ces circonstances, de ces défis, d'une part alimentaire, sécuritaire en matière d'eau, etc. Vous savez, ça c'est très important. Et d'ailleurs, comme je vous disais, le président Fattah el-Sisi avait insisté sur le fait qu'il devrait exister un mariage stratégique entre les ressources qui existent en Afrique et les intérêts économiques et alimentaires dans le monde arabe. Et vous savez qu'il existe des histoires de réussite très importante de coopération économique inter-arabe, inter-africaine, comme par exemple les Émirats arabes unis avec l'Éthiopie ou avec d'autres pays dans le continent africain dans le cadre de la production alimentaire. L'Égypte et le Soudan, par exemple, avaient présenté à une période de l'histoire une sorte de coopération économique et de complémentarité économique très importante dans le domaine de la production alimentaire. Est-ce qu'elle est réalisable, docteur Amr Saleh? Oui, tout à fait. Est-ce qu'elle est réalisable et dans quelle mesure? Aujourd'hui, peut-être, comme on a vu, ce sommet était sous le slogan « le rassemblement ». Donc, la Mesham, le rassemblement, ça veut dire une nouvelle ère, un nouveau départ, une nouvelle page. Est-ce qu'ils sont parvenus à dresser une méthodologie pour pouvoir faire de ce travail conjoint, je veux dire, un début d'une coopération sur le plan économique? Très important. Ça, c'est une question très importante, très intelligente. Je vous remercie. Le rassemblement, ça me rappelle le RPR, Rassemblement pour la République de la France. Et la France qui a toujours fait un rassemblement. Là, on a besoin d'un rassemblement afro-arabe. Surtout, pour revenir à votre question, oui, il existe des histoires de réussite. Il existe aussi des défis et des challenges très importants actuellement dans le domaine de la production alimentaire. Je disais, la crise alimentaire qui frappe le monde actuellement est une crise importante avec aussi la crise de l'environnement. Et donc, il faudrait unifier toutes les ressources possibles, notamment, comme je vous le disais, qu'il existe des coopérations et des expériences très importantes que le monde arabo-africain avait connues. L'Égypte et le Soudan, les Émirats arabes unis avec certains pays africains. Il existe des histoires de réussite. L'Algérie, par exemple, le Maroc, qui ont des zones agricoles importantes, ont besoin de ressources financières et ont besoin du marketing, ont besoin de marché. Et donc, je crois que oui, il existe un potentiel très important. Il faut de là, pour revenir à votre question, il faut de là partir de projets économiques conjoints qui devrait avoir un volet et un angle de développement durable. Oui, docteur Amr, est-ce que ce 31e sommet va déboucher sur la création de plateformes? Comme a dit Ahmed Aboulgheid, qui est le secrétaire général de la Ligue arabe, nous avons des des séances de travail avec multiples qui dépassent la question même des affaires arabes. Est-ce qu'on est devant une naissance d'instance, de plateforme
qui vont travailler justement à ce qu'il y ait une complémentarité alimentaire, par exemple. Regardez le cas, par exemple, le président avait parlé de l'importance de soutenir les pays arabes qui sont en pleine crise, tels que la Somalie, tels que d'autres pays qui souffrent de la sécheresse, etc. Écoutez, l'ambassadeur, M. Ahmed Aboulghait, est un monsieur très sympathique, un diplomate de renommée, mais la Ligue arabe, je crois que ça dépasse la Ligue arabe. Je crois qu'il faut une complémentarité entre 3-4 pays qui donnent l'exemple. La Ligue arabe essaye de former des projets, mais je crois que la Ligue arabe n'a pas cette puissance économique et politique que des pays comme l'Égypte. Non, je veux dire par le biais de ces gouvernements et de ces États qui ont parlé de la volonté de travailler pour un futur prospère pour toute cette nation arabe aujourd'hui qui est confrontée, comme le monde entier, à des problématiques liées à la survie même sur la planète. Oui, tout à fait, mais je vous disais, je ne crois pas qu'on pourrait assister à des projets de large étendue. Par exemple, des projets qui unissent 22 pays à la fois. Je crois que ce qui est plus important, c'est d'avoir des projets entre 3, 4, 5 pays qui pourraient donner un exemple de volonté politique avec des ressources financières, avec des capacités de production agricoles qui existent. Car il est très difficile d'unifier 22 pays en même temps dans le cadre d'une stratégie alimentaire. Vous savez ce qui se passe au Yémen, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe au Liban. Non, je crois qu'il faudrait à la limite que 50% des pays arabes soient unis dans le cadre d'un projet ou deux projets stratégiques agricoles. Je crois que c'est la chose crédible. Dr Amr, une autre dimension importante qui s'est traduite par cette rencontre entre le président Fattah al-Sisi et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à propos de l'urgence climatique et du rôle qui est attendu avec les espoirs du monde entier qui sont là, qui attendent la COP 27 qui va se tenir. Donc l'urgence climatique y est aussi dans les problématiques de l'agenda arabe, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Votre question est très importante et valable. Je crois que c'est des défis très importants sur l'agenda du monde arabe. Et vous avez suivi, je crois que le sommet. Le problème du sommet arabe, comme vous l'avez suivi et comme vous avez vu sur l'agenda, vous avez des questions qui étaient très diverses. Vous avez l'Irak, vous avez la Syrie, vous avez la Palestine, vous avez un problème d'environnement, de sécurité agroalimentaire, les problèmes politiques, le marché arabe uni. Vous avez autant de problèmes sur l'agenda politique du sommet. Et à mon avis, c'est très difficile de traiter toutes ces questions dans un seul sommet. C'est pour ça que je vous disais alors, que... le slogan du rassemblement était, bien entendu, doit se faire avec des consensus arabes. Est-ce que vous trouvez que ce sommet, avec la déclaration d'Alger pour clôturer cette intervention, ont été au-delà des espoirs du monde arabe? Est-ce qu'aujourd'hui, donc, on a moins de différends, plus de rapprochements? Cette déclaration d'Alger, est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles on va ressortir de tangibles pour pouvoir, qui impactent la vie du citoyen arabe, que ce soit du Maghreb arabe ou jusqu'au Moyen-Orient? Et même dans les pays tels que la Somalie, l'Érythrée, etc., qui sont aussi des pays dans l'environnement. Tout à fait. Vous savez, je crois que ce sommet qui a été organisé en Algérie, qui s'organise en Algérie, est un sommet très spécial. Est un sommet très spécial de par l'organisation de ce sommet en Algérie. L'Algérie est un pays qui a une histoire courageuse, qui représente la nationalité arabe, qui représente les défis arabes, qui représente les espoirs arabes. L'Algérie a présenté énormément de martyrs. Je crois que l'Algérie a présenté comme je vous dis, je crois que l'Algérie, au cours de ce sommet, comme j'ai suivi le sommet, l'Algérie a été la grande maison
des pays arabes et un lieu où les Arabes se sont rencontrés avec beaucoup d'amour et tendresse. Et vous savez, les Algériens, l'Algérie et les Algériens sont très courageux et ont beaucoup d'amour pour les causes arabes. L'Algérie fait partie des pays arabes. Voir la question de la Palestine, voir la question de la Palestine. Abdelmajid Tebboune, qui est président de l'Algérie, avait insisté au premier rang à ce que la Palestine soit admise par les Nations Unies en tant que pays ayant des droits comme tous les autres pays. Tout à fait. J'ai senti ce teint et ce parfum algérien, comme j'aime le dire. J'ai senti ce parfum algérien, ce parfum typique algérien, très arabe, très spécial, qui a enveloppé ce sommet. Et d'ailleurs, le discours du président algérien est un discours exceptionnel, fantastique. J'ai beaucoup aimé ce courage, le ton, cette volonté du président algérien et cette volonté des Algériens de pousser l'action et le monde arabe vers des actions un peu plus courageuses et un peu plus pratiques. Et je crois que donc ce sommet qui s'est organisé en Algérie, et l'Algérie a présenté et a donné beaucoup de richesse, d'amour à ce sommet politique dur, avec beaucoup de volets épineux. Oui, alors merci docteur Amr Saleh pour votre intervention, pour avoir jeté la lumière sur ce discours très important du président Fattah al-Sisi qui serait donc une des pierres ou la pierre angulaire pour pouvoir créer un avenir prospère à toutes les nations arabes dans ce moment, comme vous avez dit tout à l'heure, crucial, qui était face, que ce soit d'une part à la crise alimentaire mondiale, crise économique mondiale, la guerre, les conséquences d'une guerre dévastatrice qui s'opère entre la Russie et l'Ukraine. Merci infiniment. Vous êtes professeur d'économie politique, mais également un des conseillers du Fonds monétaire international. Madame, monsieur, on va s'arrêter pour un instant. On va se retrouver dans quelques instants pour également parler d'éléments économiques. Cette fois-ci, nous allons parler de toutes les directives du président Fattah al-Sisi pour soutenir le citoyen égyptien. À tout de suite. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé que le Fonds monétaire international, le FMI, avait salué le nouveau paquet de protection sociale mis en place par l'État en prenant en compte la dimension sociale, soulignant qu'il n'y avait pas de programme de réforme économique sans celui de protection sociale. Lors d'une conférence de presse dans la nouvelle ville d'El Alamein pour annoncer le début de la mise en œuvre du nouveau paquet de protection sociale, Madbouli a indiqué que le FMI n'imposait rien à l'État qui affecte le citoyen égyptien. Au contraire, il avait salué le nouveau paquet social en cours d'exécution. Il n'y a aucune objection ni réserve au programme de protection sociale mis en œuvre par l'État, a dit Madbouli. Le chef du gouvernement estime que l'objectif est la stabilité de l'économie égyptienne pour qu'elle ne soit pas exposée à des chocs violents à la suite des crises majeures déjà survenues, dans l'espoir que ce nouveau programme sera achevé le plus tôt possible. Selon le Premier ministre, un état de confusion a régné concernant les détails de l'accord avec le FMI qui sont tous infondés. Il a noté que les discussions étaient caractérisées par la confidentialité et dont les résultats ne peuvent être annoncés tant que l'accord n'est pas conclu. Madbouli a rappelé que les négociations avec le FMI avaient commencé avant la crise russo-ukrainienne, lorsque le dernier programme s'était terminé le 30 juin et que de nouvelles négociations avaient commencé et jusqu'à la fin de l'année dernière, les deux côtés avaient convenu sur un programme d'appui technique seulement pour aider l'État égyptien à achever les réformes économiques et structurelles dans les différents secteurs.
C'était donc le travail qui est établi par le Premier ministre Moustapha Madbouli pour appliquer ou mettre en application les directives du président Abdel Fattah el-Sisi pour justement, en créant toute une panoplie, un paquet d'aides sociales aux citoyens. Et d'ailleurs, on va s'arrêter dans quelques instants pour voir comment donc l'État égyptien a entamé un paquet social pour pouvoir aider le citoyen à dépasser cet état de crise. Et pour le fonctionnaire d'État, par exemple, l'élévation du taux des retraites, un paquet qui s'élève à 67 milliards de livres égyptiens pour soutenir les personnes à revenus faibles ou donc pour pouvoir pour qu'ils puissent passer à bien cette situation donc internationale de crise. Tout de suite, c'est un commentaire qui est préparé sur justement tous les efforts qui exécutent les directives du président Fattah el-Sisi, toutes ces mesures, ces prérogatives, mais aussi qui ont leur importance et qui vont changer la donne pour le citoyen égyptien. En guise d'application des directives du président Abdel Fattah el-Sisi, le gouvernement a décidé une prime exceptionnelle de 300 livres pour les fonctionnaires d'État et les retraités, outre de hausser le SMIC à 3 000 livres égyptiennes. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a annoncé que le Conseil des ministres avait approuvé une série de mesures pour la protection sociale en guise d'application des directives d'el-Sisi. Dans une conférence de presse, Madbouli a dit que la primature avait décidé de hausser le SMIC de 2 700 livres égyptiennes à 3 000 livres égyptiennes. Le chef du gouvernement a ajouté que le gouvernement va accorder un soutien au secteur privé et aux entreprises qui ont connu des difficultés à cause de la crise actuelle pour les soutenir à condition de ne pas licencier la main-d'œuvre. Madbouli a assuré que la protection sociale va permettre de soutenir les familles via des cartes d'approvisionnement avec des sommes de 100, 200 et 300 livres égyptiennes. Ces sommes sont consacrées à près de 10 millions de citoyens et cela devrait être maintenu jusqu'au 30 juin 2023. Et le Premier ministre d'indiquer que toutes ces mesures visent à aider les citoyens à surmonter cette phase difficile sous l'effet de la crise économique mondiale. De même, le seuil d'exemption des fiscs va passer de 24 000 livres à 30 000 par an. Ces mesures vont d'ailleurs coûter à l'État près de 67 milliards de livres par an. Dr Madbouli a assuré que certaines mesures entreront en vigueur immédiatement. Quant à la prime, elle sera déférée au Parlement. Et la décision sera prise au plus vite possible et le Premier ministre de renchérir que le prix de l'électricité sera stabilisé jusqu'au 30 juin 2023.